Alors, comme je disais, nous allons faire une lecture de l'histoire de l'immigration qui a été faite par un site qui est bien cool et un observateur, en fait l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, qui est une association, une fondation, enfin je sais pas trop en détail, j'avais regardé un petit peu, mais en gros le truc qui est important, c'est surtout les sources qu'ils ont. Les sources en général sont toutes données, c'est soit le ministère de l'Intérieur, soit France Stratégie, soit des historiens et tout, donc c'est très sourcé, et donc c'est plutôt fiable, on va dire. C'est toujours compliqué d'avoir de la fiabilité dans les sources, mais l'Observatoire de l'immigration paraît extrêmement fiable, donc il n'y a pas à s'inquiéter au niveau des sources de ce truc-là. Après, vous pouvez aller chercher, de toute façon je donne les liens, donc si vous avez un doute, eh ben, il suffit d'aller vérifier. Alors, on est parti pour cet article. Et donc, ça s'appelle Une histoire de l'immigration en France, partie 1. Donc, ça sera le début de notre enquête sur l'immigration pour faire l'état des lieux au maximum sur différents sujets, différents points de vue. Chaque semaine, le samedi, j'essaierai de continuer cette enquête. Je pense que ça va prendre au moins 4 semaines. On verra bien. Chaque semaine, le samedi. Alors, Histoire de l'immigration en France, partie 1. Ça avait été publié le 4 février 2021. Donc, ça commence à dater maintenant. Mais vu que c'est l'histoire, ça va. Si ça date de 3-4 ans, c'est pas très grave. Alors l'essentiel, les points clés qu'ils avaient listés avant de lire l'article complètement. Donc, durant la majeure partie de son histoire, la France n'est pas un pays d'immigration. Sa population reste essentiellement homogène et sédentaire depuis la conquête romaine jusqu'à la seconde moitié du 19e siècle. Donc déjà, première ligne, la France a toujours été un pays d'immigration, c'est faux. Et d'après tout ce que j'ai lu, et pas que l'Observatoire de l'immigration, quand je lis Brodel, quand je lis même Michel, enfin après il faudrait que je vois. Non, Michel, je crois que c'est n'importe quoi. Michelet, euh, que j'ai commencé à lire, mais c'est très long, donc c'est un peu plus lourd. En gros, ce qu'on voit, c'est que, je vais résumer rapidement, c'est que depuis même les Romains, en fait, il n'y a jamais eu de remplacement de population. Ça a toujours été des immigrations totalement à la marge et assez one-shot. Exemple, les, Nor- les Vikings qui ont conquis à un moment donné la Normandie, ils étaient que 100 000 sur 8 à 10 millions de personnes. Donc ça fait s'il y a 10 millions de personnes et qui sont 100 000, ça fait 1% de la population. Et c'est one shot. Et après, ils sont mélangés avec la population. Pareil avec les francs. Même les francs de Clovis et tout ça, c'est 100 000 francs, en fait. Donc, en fait, la population gauloise, celtique et autres, n'a presque pas bougé depuis plus de 2000, voire 2500 ans, voire 3000 ans. 2500, 2000 ans, quoi. À part depuis les années 1870, 1890, je crois, où ça a commencé un peu l'immigration, mais on restait aux alentours de 2%. Et la catastrophe a commencé à partir des années 1970, 1960, 1970, avec ce qui s'est passé avec le regroupement familial et tout, où là, on arrive bientôt à 30 à 40% de la population qui va être d'origine immigrée. Voilà. Donc c'est complètement faux, on vous ment depuis très longtemps. Donc c'est ça le but, c'est de montrer à quel point on nous ment. Donc on continue dans les points essentiels. Donc j'essaie de résumer. La première vague d'immigration relativement modeste débute dans les années 1860, voilà, et se poursuit jusqu'en 1914. Elle concerne des hommes seuls venus de pays voisins, majoritairement belges et italiens, pour travailler dans l'industrie. Dans les années 1920, la saignée démographique de la Grande Guerre appelle une implication des flux entrants qui viennent toujours très majoritairement d'Europe. La décennie 1930 voit néanmoins le retour de nombreux immigrés dans leur pays d'origine poussés par la crise économique et des politiques d'État. Donc voilà, donc on va voir qu'en fait, depuis 1900 jusqu'à 1960, en fait, notre population a été totalement stable, ce qui a fait qu'on a fait un des pays les plus puissants du monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'immigration, c'est pas du tout ce que je veux dire, et c'est pas du tout le propos. Bien sûr, la France est un pays qui a accueilli pendant des milliers d'années en fait des gens de tout autre pays, et qui les a assimilés complètement étant donné le côté exceptionnel du nombre d'immigrés. Parce que quand on parle de 1%, c'est exceptionnel. Ce n'est pas les 20-30% de population comme maintenant. Quand je parle des 30 à 40%, c'est par rapport aux enfants, hein.
Le nombre d'immigrés actuellement considéré est à peu près de 10-12%, je crois. Ce qui est faux, puisqu'en fait, quand on sait qu'ils deviennent tous français, et ben, avec la masse qu'il y a eu depuis 1960, et ben, c'est pas du tout la même chose. Alors, allons-y dans l'article. Dans un entretien donné au magazine Valeurs Actuelles en octobre 2019, le président de la République déclarait, donc c'est quand même Emmanuel Macron, puisqu'on est en 2021 quand cet article est sorti, nous avons toujours été une terre d'immigration. Donc c'est bien ce que j'explique depuis le début, c'est faux. Cette vision fait écho à une idée largement répandue dans le débat public depuis les années 1980, selon laquelle la France et son peuple auraient été largement constitués par les installations successives, anciennes et numériquement importantes de populations étrangères sur le territoire national. S'il est facile de comprendre les soubassements politiques d'une telle affirmation, sa réalité historique apparaît néanmoins très contestable. Qu'en a-t-il véritablement, qu'en a-t-il véritablement été, pardon. Donc effectivement, non, c'est faux. Et donc le numériquement important, c'est ce que j'ai expliqué. Et vous allez voir, parce que je rappelle que ce n'est pas que cet article-là que j'ai lu, hein. Bon, moi, je vous lirai d'autres trucs plus tard, mais là, ici, ça résume assez bien tout ce que j'ai lu. La population française est longtemps restée homogène et sédentaire depuis la conquête romaine jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle. Quasiment vide à l'ère paléolithique, le territoire de l'actuelle France est progressivement peuplé à partir du 6e millénaire avant Jésus-Christ. Donc il y a 9000 ans, 8000 ans. Il compte environ 5 millions d'habitants lorsque les Celtes commencent à s'y installer au 8e siècle avant JC. JC, Jésus. Sans jamais représenter plus de 10% de la population totale, ils diffusent leurs croyances et leur organisation sociale dans toute la Gaule. La colonisation romaine commence à la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ, donc il y a 4000 ans, et s'accélère. Mais ça c'est... Attends, mais n'importe quoi, qu'est-ce que je raconte? Il y a 2200 ans, puisque en fait Rome ça a été créé en 700 avant JC, donc le temps que le Rome s'étende, on voit que les guerres de Gaule et tout ça, il y a eu différents trucs, c'est au 2e siècle avant Jésus-Christ, donc 2200 ans. Et s'accélère avec la victoire de César en moins 52. L'uniformisation culturelle qu'elle apporte, ainsi que le brassage des colons avec les autochtones, donne naissance aux Gallo-Romains. Les invasions barbares du 3e au 5e siècle renversent l'ordre politique mais ne modifient la démocratie qu'à la marge. L'addition des Francs, Visigoths, Burgondes et autres peuples germaniques ne représente jamais plus de 5% de la population totale. Bon, j'avais dit 1% déjà, ouais, je me suis trompé. D'après l'historien et démographe Jacques Dupaquier, c'est donc 5% qui ont pu représenter les Burgondes, les Visigoths, les Francs. Concernant les Francs eux-mêmes, voilà, c'est ça, c'est les 100 000 personnes. Concernant les Francs eux-mêmes, la plus haute estimation évoque à 100 000 personnes installées, ok? Pour une population totale comprise entre 6 et 8 millions d'habitants. Au cours des 500 années qui suivent, les épisodes de conquête arabe ne durent pas suffisamment longtemps pour s'accompagner d'une quelconque sédentarisation, sauf à Narbonne pendant 40 ans, avant que l'ensemble des troupes musulmanes n'y soient tuées en 759. Donc un ultra méga carnage. En gros, il y a... parce que là on parle de Narbonne, donc les invasions arabes avec Charles Martel qui les repousse à Poitiers, blabla. Là, il y avait beaucoup de monde, hein. Effectivement, ils avaient conquis aussi toute l'Espagne, ce qui a duré encore très longtemps après. Il y avait des femmes et des enfants avec eux en arrière, très, très loin derrière, mais à un moment donné, ils sont repartis parce qu'ils se sont fait bouter par Charles Martel. Sauf qu'ils restaient dans le sud, dans la Septimanie. Dans le sud, il restait des Arabes à Narbonne, notamment. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont tous été massacrés. Donc il n'y a plus personne. C'est carnage, boucherie, tac, voilà, parking, tout ce que vous voulez, il n'y a plus rien. Donc en 759, il n'y a plus personne. Il n'y a plus du tout d'Arabes. Donc les Arabes, ils ne sont pas du tout restés. Donc il y a peut-être eu une toute petite influence, mais surtout en Espagne, en fait, c'est surtout en Espagne, mais en France, non. Voilà, déjà, non. Le dernier mouvement migratoire constaté avant longtemps est celui des Vikings en Normandie, laquelle leur est cédée en... et celui des Vikings en Normandie, laquelle leur est cédée en 911 après un siècle de pillage. Mais le nombre relativement limité des immigrés et leur fréquentation quasi séculaire avec les populations romano-franques gommèrent rapidement les différences. Ces hommes se marièrent donc dans le pays dès la première génération, ce qui provoqua un mixage rapide. Donc je sais pas, par exemple, vous prenez un pays africain de 10 millions d'habitants, vous mettez 100 000 Français que vous répartissez et qui arrivent d'un coup. Voilà, ils arrivent tous d'un coup. Ils se mixent, et dans 20 ans, non, dans 3 générations, un truc comme ça, pas 20 ans, n'importe quoi, 3 générations, il n'y a plus un seul blanc en fait. S'il n'y a plus d'arrivée, il n'y a plus un seul blanc. S'ils se mixent. Ou il en reste un tout petit peu, quoi, il en reste, je sais pas, 1000. Puisque en fait,
s'ils se marient avec des Africains, et ben en fait, ils vont devenir noirs, les bébés qui vont arriver. Donc, on peut pas dire qu'il y a eu une immigration forte et que en fait la population est devenue noire, blanche. Non, elle serait complètement absorbée par la population africaine. Pareil en Chine, pareil au Japon. Donc c'est exactement ce qui s'est passé pour chaque vague d'immigration qui a été séparée à chaque fois entre 200 et 500 ans. Donc voilà, faux. Le coup de la France a toujours été une terre d'immigration, c'est absolument faux en fait. Ensuite, donc on en était au voilà, fréquentation, mais le nombre relativement limité des immigrés et leur fréquentation quasi séculaire avec les populations romano-franques du gommèrent les différences. Ces hommes se marièrent donc dans le pays dès la première génération, ce qui provoqua un mixage rapide. À compter de l'an 1000 et jusqu'à la seconde moitié du 19e siècle, donc jusqu'en 1860 comme il est, la population française se caractérise par la grande stabilité de sa composition culturelle et ethnique. Aucun mouvement populationnel notable n'est constaté durant ces 900 ans, tandis que la grande majorité des habitants est formée de paysans sédentaires. Les rares installations d'étrangers concernent l'élite du royaume, reines, grands commis de l'État, artistes, scientifiques ou des groupes restreints de négociants dans les principaux ports. Autant de constats résumés par l'historien Pierre Goubert. Ce ne sont pas les agitations, les brassages, les migrations d'hommes qui caractérisent l'ancienne France, mais bien la sédentarité. Ok ? Quand même absolument incroyable de lire des choses comme ça, moi je trouve. Mais bon, continuons de croire en ce que les gens disent. Les premières vagues d'immigration essentiellement européennes débutent dans les années 1860 et s'intensifient dans l'entre-deux-guerres. Au XIXe siècle, tandis que le sous-continent européen connaît un doublement global de sa population, passant de 180 000 à 350 millions d'habitants en Russie, la France, sortie du tumulte révolutionnaire puis des deux guerres napoléoniennes, entame sa transition démographique. La première avec un taux de fécondité significativement plus bas que ses voisins. Cet écart perdure au fil des décennies. Le taux brut de natalité y est de 22 naissances pour 1000 habitants en 1900 contre 35 pour 1000 en Allemagne. En parallèle, la révolution industrielle crée d'importants besoins de main-d'œuvre dans les régions où elle se concentre, essentiellement le nord-est et la vallée du Rhône. Celles-ci sont largement comblées par des nouveaux ouvriers issus des populations paysannes françaises. Les travailleurs européens sont néanmoins employés à partir de 1850. Il s'agit du premier épisode d'immigration au sens strict du terme. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, cette vague se caractérise par son ampleur relativement restreinte. On compte 2,8% d'étrangers en 1911, 3,3% en incluant les naturalisés, contre 1,5% en 1851. Elle se distingue aussi par le panel restreint des pays d'origine. Deux nationalités composent alors l'essentiel de la population immigrée. Les Belges, les Belges, hein, c'est la France, hein, les Belges, hein, je vous rappelle, hein, si vous regardez l'histoire. Enfin bon. Ils sont 432 000 en 1881, soit 43% des étrangers. Et les Italiens, là c'est moins la France, même si un petit peu quand même, 240 000 en 1881, soit 24%. Viennent ensuite les Espagnols, 74 000, et les Suisses, 66 000. Les immigrés non européens sont très rares. L'addition des Asiatiques, des Africains et des Ottomans représente environ 2000 personnes au tournant des années 1880. Bon, ça paraît cohérent à cette époque. Hein. La Grande Guerre et son effort industriel impliquent de nouvelles nécessités. La mobilisation militaire des ouvriers français cause la vacance de multiples postes de travail. Ceux-ci sont largement repris par des femmes, des apprentis et des retraités. Mais les besoins à couvrir génèrent l'arrivée de 200 000 Européens supplémentaires entre 1815 et 1818. Par ailleurs, des travailleurs, des travailleurs coloniaux sont introduits pour la première fois. 190 000 au total venus du Maghreb, d'Indochine et de Madagascar sont employés en métropole durant cette période. La plupart sont cependant rapatriés au terme du conflit. On ne compte plus que 5 000 Nord-Africains et 1200 Indochinois en 1920. Je rappelle qu'en 1900 et quelques, il y avait déjà des députés blacks, hein, noirs. Pourquoi je dis black, putain? La mort, donc la France, un raciste systémique, mon cul sur la commode. La mort au combat, 1 400 000 Français âgés de travailler et la mutilation de 900 000 autres, comme les ravages matériels causés par la guerre et la forte croissance économique qui suit, ouvrent la voie à une nette accélération de l'immigration durant les années 1920. Donc le carnage de la Première Guerre mondiale, hein, à tous les vats en guerre qui veulent qu'on parte en guerre. J'adore rappeler que la génération qui est née en 1894, qui avait donc 20 ans
en 1914, 50% de cette génération est morte. Je ne sais pas si vous imaginez la boucherie que ça a été, quoi. Alors, des 1920, des faits de décennie. Alors, à la fin de cette décennie, les étrangers représentent 7% de la population française, soit 3 millions de personnes. Les travailleurs coloniaux ne représentent qu'environ 150 000 individus, plus de 9 travailleurs émigrés sur 10 sont donc européens. Les années 1930 sont marquées par une inversion des flux. La crise économique conduit à de nombreuses suppressions d'emplois et à des mesures restrictives adoptées par les gouvernements successifs. Loi du 10 août 1932, visant à protéger la main-d'œuvre nationale qui permet d'établir des quotas d'étrangers dans certaines professions. Décret du 6 février 1935 prévoyant l'expulsion des étrangers exerçant une profession dans un secteur touché par le chômage, si leur présence sur le territoire national est inférieure à 10 ans, etc. Entre 1931 et 1936, environ 280 000 étrangers quittent le territoire national. Durant cette longue séquence débutée dans les années 1860 et achevée en 1940, il est noté que l'installation des immigrés est souvent temporaire. L'historien Pierre Milza prend l'exemple des Italiens. Sur les 3,5 millions d'individus, oui c'était bon, j'ai pas mal prononcé, arrivés en France sur cette période, seuls 1 200 000 à 1 300 000 s'y installent définitivement. C'est que si sur une population de 40 millions à 50 millions d'habitants, ça fait pas beaucoup, quoi. C'est maîtrisable, quoi. L'assimilation est maîtrisable, on va dire. Les deux autres tiers, et donc là on arrive au point important, les deux autres tiers, enfin au point important sont tous importants les deux autres tiers rentrant en Italie ou partant vers d'autres destinations. Pour ceux des étrangers qui restent, la République fait le choix d'une politique d'assimilation stricte couplée à des conditions favorables d'accès à la nationalité, CF article acquisition de la nationalité française. Voilà, donc pour la première partie de cette histoire d'immigration, ils ont fait un autre petit article, donc on va continuer, parce que je pense que là ils sont arrivés jusqu'en 1940, il manque la partie de ce qui s'est passé jusqu'en 1970. Donc je pense que l'article d'après que je n'ai pas lu, parce que ça je l'avais lu. Voilà, deuxième partie, c'est pas mal long quand même aussi, peut-être que je lirai la prochaine fois, je sais pas. Non, on va arrêter là en fait, je lirai la prochaine fois, comme ça fera en deux parties. Donc déjà, parce qu'il y a déjà pas mal d'informations à absorber. Donc là, on s'est arrêté en 1940. Donc on est à des chiffres tellement mineurs comparé à ce qu'on nous raconte que franchement, c'est comme quand j'ai un peu étudié la problématique de l'énergie par rapport au nucléaire, que j'ai commencé à rentrer dans le détail et que je me suis rappelé ce qu'on nous dit depuis 25 ans sur le nucléaire et sur l'énergie, que d'un coup tu découvres que on aurait pu avoir une énergie sur 1500 ans de cycle avec une ressource ultra abondante en fait, parce que les gens disent qu'il n'y a pas d'abondance avec le nucléaire, avec l'uranium, mais en fait c'est faux. Enfin voilà, quand tu découvres à quel point les gens mentent à la télé, quand les gens mentent dans les journaux, les journaux mainstream, quand tu lis ce genre de choses, ça commence à devenir très compliqué de vous croire en fait les médias. Et donc, ben, on va faire le travail à votre place. Bon, après, moi, je ne fais pas mon travail. Il y en a plein d'autres qui font un travail beaucoup plus profond et qui sont très très forts. Je sais pas, Greg Tabibian, toutes les Thinkerview, après, il y a KB aussi qui fait pas mal de son job aussi, même si c'est moins. C'est pas journalistique, c'est vraiment dans les faits divers, mais en même temps, il approfondit beaucoup de choses. Voilà, on est obligé de faire le job à votre place parce que vous nous mentez depuis je ne sais combien d'années. Donc maintenant, ça suffit. Je suis désolé, mais là, ce qu'on vient de lire, c'est complètement fou en fait. C'est complètement fou comparé à ce qu'on nous dit depuis des années. Donc voilà, donc ouvrez les yeux les gens, informez-vous, allez voir le site que j'ai fait, j'ai lu, contredisez-moi, dites-moi que c'est de la merde ce que je dis, tout ça, j'ai hâte d'entendre. Mais en tout cas, la France n'est pas une terre d'immigration. Si notre peuple est aussi puissant et aussi intelligent, c'est parce qu'il s'est sédentarisé et qu'il y a eu une certaine homogénéité ethnique pendant très longtemps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'immigration, ça veut dire qu'il faut qu'elle ne soit pas comme elle est à l'heure actuelle. Donc il y a un méga problème parce que le génocide qui est en train de se passer par substitution est une horreur, est quelque chose de monstrueux. Quand on se rend compte de ce qui se passe, c'est hallucinant. Je veux dire, c'est complètement fou. La décision qui a été prise dans les années 70-80 de résoudre le problème de la natalité par l'immigration est quelque chose de complètement taré. Ça va aboutir à quelque chose de très grave, c'est sûr et certain. Et donc il va falloir arrêter les conneries au bout d'un moment. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à me dire ce que vous en pensez. Parce qu'il faut faire monter ces informations, c'est absolument nécessaire. Je sais qu'il y en a plein qui ont déjà fait des vidéos sur l'immigration, mais là, je suis désolé avec ce texte, il y a beaucoup d'informations très intéressantes. Donc ça suffit déjà beaucoup. Donc merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo.
Et on continuera la semaine prochaine cette enquête sur l'immigration.